Construite mystiquement au cours du XVe siècle, cette case historique de Minignan a abrité l'explorateur français René Caillé et le guerrier guinéen Samori Touré. Colporteur de poulet à l'époque, Samori Touré, empoisonné, restera près de 3 années dans cette case à Minignan pour se faire traiter. Samori Touré, il était colporteur, c'est-à-dire qu'il vient vendre ses poulets au marché de Minignan. On l'a empoisonné. Son corps était couvert de boutons. Ils ont tout, on n'a pas pu soigner. Il est revenu ici encore. Mon grand-père Yoro l'a soigné. Mon grand-père disait, mais toi, je suis en train de soigner, mais tu as les poudres de guerre sur tout ce village. Après sa guérison, il rentre en Guinée pour se préparer et former son armée. Samori lance sa guerre contre la pénétration des Blancs en Afrique de l'Ouest après une révélation reçue à Minignan. Ils avaient les génies en rêve et ils l'ont dit, toi tu seras un guerrier, mais nous on va t'aider. Ils l'ont accompagné comme ça jusqu'à Sanangolo. À l'entrée de son village, ils ont apparu. Il dit, c'est nous les génies que tu nous avais vus en rêve là. Il a commencé par un peu de banditisme puisqu'il s'est levé avec les jeunes de son village pour aller attaquer les petits villages. C'est par là qu'il a commencé. Minignan a également été un lieu de transit de René Caillé. En 1828, René Caillé est venu ici, il a habité dedans. C'est René Caillé même qui a dit que tôt ou tard, puisqu'il est venu le jour du marché, le marché était plein. Il a dit, bon, voilà ça, Minignan sera un grand centre commercial et il va falloir même qu'on construise un port sec ici. Souffrant et affaibli par une méningite, l'explorateur français a séjourné dans cette même case. Face à la dégradation de son état de santé, il fut conduit à Tiémé, où il a été soigné par la population. Selon ses hôtes, René Caillé va se convertir à l'islam après sa guérison. Convaincu par ses hôtes, en mémoire de son passage à Tiémé, une stèle a été érigée. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, Saint Padre Pio, Saint Ambroise. Il s'agit des martyrs, des prêtres, des apôtres, des hommes et des femmes qui ont renoncé à leur vie pour vivre la sainteté, en se rapprochant de Dieu. Ces saints que l'on commémore aujourd'hui à travers la fête de la Toussaint. Toutes choses qui requièrent le dépouillement, la conversion, le rejet du péché, tout en observant les actions de miséricorde et de solidarité. La fête de la Toussaint, ce n'est pas la fête des défunts, ce n'est pas la fête des morts. La fête de la Toussaint, c'est la fête, c'est la fête de tous les saints. Les saints connus comme les saints inconnus, les saints qui sont dans le calendrier romain et ceux qui ne sont pas aussi dans le calendrier romain. Tous ces humbles, ces petites gens-là qui ont vécu en amitié avec le Seigneur et qui ont fait de leur vie une offrande à Dieu et qui ont quitté ce monde. Et justement cette fête-là, nous célébrons justement ces petites gens-là, ces humbles, ces hommes de bonne volonté. Les fidèles chrétiens profitent de cette occasion pour rendre hommage à leur saint patron. Ma sainte patronne qui est Sainte Catherine. Je connais l'histoire de Sainte Catherine qui a perdu sa sœur et après la mort de sa sœur, s'est investie réellement dans la parole de Dieu. Et c'est ce que je veux devenir. Le Christ nous appelle à la sainteté, c'est-à-dire vivre en communion avec Dieu, mais vivre aussi en communion avec tous les hommes, tous les êtres humains. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette sainteté-là, c'est le Saint-Esprit qui nous confère cette sainteté. La fête de la Toussaint est suivie de la commémoration des défunts le 2 novembre, occasion de se souvenir des morts et de prier pour eux. La messe qu'on célèbre pour les défunts, c'est demain. Justement, c'est là aussi pour nous dire que ceux qui sont morts, ils sont pécheurs comme nous tous. Ils ont besoin de notre soutien, de notre solidarité et cela passe par la prière. Si nous prions pour eux, c'est pour demander la miséricorde de Dieu en leur faveur. Voilà pourquoi, juste après les saints, on prie pour les défunts pour qu'eux aussi, ils puissent un jour participer à la sainteté s'ils n'y sont pas encore. C'est le moment pour les chrétiens catholiques et les familles de se rendre également au cimetière pour visiter les tombes des défunts.
enfermées dans une cage, en silence, dans une quasi-obscurité. Derrière elles, la projection de leur père. Camille et Aurélia Marceau, les filles du célèbre mime Marceau, le retrouvent 10 ans après sa disparition sur scène pour lui rendre hommage. Elles revisitent ici La Cage, l'un de ses numéros emblématiques. La cage, c'est un homme seul qui avance et qui se retrouve confronté à un mur. Et ce mur devient une cage. Et cette cage l'enferme, il essaye d'en sortir, il arrive à percer cette cage, mais une autre cage vient après. Et voilà, c'est métaphorique aussi du combat, d'un combat humain, enfin de l'être humain. Alors la cage peut symboliser toutes sortes de choses, l'enfermement, la guerre, la solitude, etc., etc. Le spectacle fractal Temps Zéro, mis en scène par Anne Sicot, est un voyage au cœur de l'œuvre de Marcel Marceau. Le mime a inspiré des artistes du monde entier jusqu'à ses propres filles aujourd'hui, toutes deux comédiennes. Ce sont des apparitions, des fragments, comme un voyage où le public peut se raconter aussi un peu sa propre histoire. C'est une rencontre avec Marcel Marceau et les traces qu'il laisse, visibles ou invisibles. Des traces très fortes pour ces deux artistes qui, avec ce spectacle, se replongent dans leurs souvenirs de jeunesse. L'ambiance des théâtres est pour nous un peu le berceau de notre enfance. C'est là où on allait le voir jouer, c'est là où les loges où on venait le voir se maquiller. On l'attendait dans les coulisses, voilà, donc ça nous est très familier, donc être sur scène, c'est aussi le retrouver. Le spectacle, qui se joue sur les lieux de sa disparition à Anglars-Juillac, dans le Lot, se nourrit d'écrits, de photos et de séquences filmées de l'artiste. Camille et Aurélia Marceau offrent au public pendant quelques heures une création à la croisée des souvenirs et de l'héritage artistique de leur père. Le 1er novembre 1952, les États-Unis font exploser la première bombe thermonucléaire. Bombe H, aussi appelée la bombe à hydrogène, est une bombe nucléaire dont l'énergie principale provient de la fusion de noyaux légers. Ivy Mike est le nom de code de la première bombe H. Elle explose à 7h15 au nord-ouest des îles Marshall, précisément sur l'atoll Eniwetok, situé en Micronésie dans l'océan Pacifique. C'est le premier test complet d'une bombe à fusion étagée, selon la conception de Tel Ulam. La bombe à hydrogène est une arme de grande puissance destructrice. Elle fonctionne grâce à la fusion nucléaire de particules légères. Ces dernières, transformées en éléments plus lourds, libèrent une immense quantité d'énergie. L'idée de la bombe à hydrogène est apparue au sein d'un groupe de scientifiques américains, membres du projet Manhattan, et qui ont conçu et testé en 1945 la première bombe nucléaire au Nouveau-Mexique. Dès 1940, le physicien nucléaire hongro-américain Edward Teller entrevoit la possibilité d'utiliser l'énorme puissance thermique produite par l'explosion d'une bombe A pour déclencher le processus de fusion nucléaire. En 1941, Teller rejoint le projet Manhattan, mais au vu de la difficulté à réaliser une bombe à fusion, la piste de la bombe H n'est pas suivie, à la grande déception du physicien Edward Teller. Après des travaux préliminaires à Chicago, il travaille sur la bombe atomique sous la direction d'Oppenheimer. Un autre groupe est créé sous sa direction. Il est alors responsable du développement de la bombe H, direction en avril 1946. En 1949, les Soviétiques font exploser leur propre bombe à fission le 29 août. Les analyses des services de renseignement américains démontrent que c'est une bombe utilisant le plutonium. Le monopole des États-Unis n'existe alors plus et la nouvelle cause un choc psychologique considérable. Les Américains s'engagent alors dans une nouvelle épopée, celle de la recherche d'une bombe encore plus puissante que la bombe à fission, la bombe à fusion. Le projet de création de la bombe à hydrogène est lancé en 1950. Mais se heurte à un obstacle, le début de la fusion et l'explosion nécessitent une température très élevée et une pression extrêmement forte sur les composantes de la bombe.